Sahel relance du G5 Sahel. Pour qui roule Mohamed Ould Ghazouani? Nous nous interrogeons. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole au Panafricaniste. 3 mois après en avoir pris la RN, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani s'efforce justement de redynamiser le G5 Sahel. Ces propositions doivent être discutées à Nouakchott fin juin ou début juillet lors d'une réunion impliquant les principaux partenaires. L'intégration au sein d'une architecture régionale plus large est notamment envisagé justement par le régime de Nouakchott. Pourtant, on se rappelle encore les propos de Ghazouani en 2019. Il avait dit, je cite, « La force conjointe du G5 Sahel n'a pas eu ce qu'elle mérite, ni ce qui lui avait été promis. » Pourquoi ce changement? Aujourd'hui, en tout cas, nous nous interrogeons. Dans un entretien exclusif accordé au Monde, le nouveau président de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, défendait déjà l'action du G5 Sahel dans la région malgré la multiplication des assauts menés par les groupes djihadistes, mais appelle déjà à l'avantage de soutien de la part de la communauté dite internationale. Le chef de l'État mauritanien qui a succédé le 1er août 2019 à Mohamed Ould Abdelaziz, auprès duquel il assurera les fonctions de chef d'état-major de l'armée, puis de ministre de la Défense. Des tensions sont apparues justement entre ces deux hommes issus du creuset sécuritaire mauritanien. Ghazouani minimisait déjà la portée de cette crise. Pourtant, c'est lui aujourd'hui, en 2023, qui déclare qu'il faut redynamiser le G5 Sahel. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Sahel relance du G5 Sahel. Pour qui roule Mohamed Ould Ghazouani? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est directeur de publication du journal Le Cactus, journaliste d'investigation. Il est notre invité ce lundi 29 mai de l'an de grâce 2023. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Josolongos. Je dis bonjour aux techniciens, spécialement à Gires qui est derrière les machines et grâce à qui nous avons cette visibilité dans les plateformes que vous connaissez. Je dis bonjour aux promoteurs de Panafricaniste TV. Ils ont mon salut spécial ce matin. Bonjour à l'Afrique, bonjour au monde. Je dis bonjour aux populations de Mayotte qui sauvent le martyr, les Comoriens. Je dis bonjour aux populations, n'est-ce pas, de la Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, tous ces Antilles-là, qui se constituent, je veux dire, qui constituent, n'est-ce pas, le territoire français d'outre-mer ou le département français outre-mer. Quand je l'ai dit, je vais commencer par un courrier ce matin. Là, je vais m'intéresser à l'actualité qui a marqué le ce week-end dans mon pays. Vous comprendrez que je commence cette émission avec beaucoup de mélancolie, de tristesse. Il y a beaucoup de morts qu'on aurait pu éviter, qu'on a reçu cette semaine dans le week-end passé dans mon pays, le Cameroun. Pratiquement 16 membres d'une famille qui sont partis. Ces derniers allaient accompagner un proche, parent, décédé, et ils n'ont pas eu le temps de parcourir la quarantaine de kilomètres qui relient la capitale économique Douala et la ville historique Idéa. Ils ont été emportés par un accident de la circulation. Je voudrais ici interpeller une fois de plus le gouvernement. Je pense que à chaque fois, on attribue les causes de morts sur nos routes aux chauffeurs, l'excès de vitesse et tout ce que cela comporte, mais il faut également attribuer cela à la mauvaise qualité des infrastructures routières. Il faut quand même reconnaître que les Camerounais sont de très bons chauffeurs. Sinon, tous les jours, on enregistrerait des morts à cause du mauvais état de route. Quelquefois, vous n'avez pas la signalisation ni verticale ni horizontale. Vous avez les routes qui sont étroites. Vous avez un ministère qui a la responsabilité de construire ces infrastructures routières. Vous avez même, pour les infrastructures routières qui existent et ne sont pas entretenues, alors que vous avez tout un organisme en charge de l'entretien routier et qui a un budget conséquent. Alors, c'est quoi le problème? Donc aujourd'hui, on n'a pas envie de voir ces gens, j'avais dit, cette hypocrisie, soit autour des morts,
soit autour des blessés pour les rescaper. Mais on a envie de voir des solutions concrètes pour il est question de doter le Cameroun des véritables équipements qui répondent aux dimensions, aux normes internationales. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. Nous commençons justement cette édition de Parole panafricaniste avec beaucoup de tristesse. Nous allons présenter toutes nos condoléances à cette famille qui est encore endeuillée une nouvelle fois. 16 membres d'une seule et même famille qui sont partis ainsi sur nos routes ce week-end. À cette famille, nous allons dire beaucoup de courage et surtout au gouvernement camerounais de faire tout pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Le sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin, Sahel relance du G5 Sahel pour qui roule Mohamed Ould Ghazouani. Je ne vais pas revenir sur Abdelaziz, lui, il n'est plus chef de l'État aujourd'hui du côté de la Mauritanie. Albert Anatola ici, jusqu'à preuve de contraire, 3 mois après avoir pris les rênes, on va le dire ainsi, de ce groupement, même s'il ne faut plus l'appeler G5, mais on a continué quand même de l'appeler G5 Sahel, eh bien, Nouakchott et surtout Mohamed Ould Abdelaziz fait des propositions qui doivent être discutées à Nouakchott, soit fin juin, soit début juin. Et nous de poser la question, pour qui roule-t-il? Mais il roule bien évidemment pour celui-là qui a pensé ce que vous appelez le G5 Sahel et qui sont des rampes géopolitiques du côté du Sahel. Je parle de Macron, oui. Qui a pensé qu'il doit pouvoir avoir des prétextes de maintenir la présence française du côté du Sahel. Je voudrais, avant de répondre à votre question de manière plus objective et presque exhaustive pour vous indiquer le contexte dans lequel intervient justement cette danse du ventre du président mauritanien. Je voudrais quand même vous rappeler que depuis que le Mali a quitté cette barque géopolitique à la solde de Macron et de la France, il y a comme une sorte de désarticulation. Et vous conviendrez avec moi également que de plus en plus, le Burkina Faso s'inspire de l'exemple malien pour tenter de quitter également la barque. Donc ça ne peut plus s'appeler G5 Sahel. Pour l'instant, c'est G4 Sahel. Il faut éviter d'utiliser les mots qui ne sont pas appropriés. Il est également important de mettre dans le même contexte de cette affaire, de cette rampe géopolitique, le fait que actuellement, le Burkina Faso, je veux dire le Mali a également décidé de chasser de son territoire ce que vous avez appelé en son temps Barkhane, qui s'est réarticulé du côté du Niger, qui ne porte plus la dénomination de Barkhane, mais désormais les forces françaises. Mais ça demeure toujours une menace, ça demeure toujours une force d'occupation, comme j'ai l'habitude de dire. Dans ce contexte, donc, vous comprendrez que lorsque nous faisons une évaluation de la situation sécuritaire du côté du Sahel, d'une manière générale, elle se dégrade de plus en plus. Il y en a qui ont estimé, qui se donnent la prétention, je parle à la fois de celui du Larbin du Niger, qui fait l'inventaire, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire du côté du Sahel. Je parle également des mondialistes de Paris, qui font l'inventaire des engagements opérationnels diffamant les forces armées maliennes. Il peut quand même leur rappeler. Il faut leur rappeler que, en dépit, n'est-ce pas, de la propagande malsaine qu'ils font autour, justement, de l'engagement et de la montée en puissance des forces armées maliennes, il y a quand même un changement. Il y a un changement au niveau sécuritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les forces armées maliennes sont montées en puissance parce que, désormais, bien formées, soutenues par les instituteurs russes, mais surtout, ils disposent désormais du matériel approprié pour ce genre de combat. Ce qui n'était pas le cas de l'appui de Barkhane, ou bien de l'armée française, si vous voulez. À côté de cela, vous avez l'amusement dont les jeux sont également comptés parce qu'il est question de renouveler, n'est-ce pas, le mandat de ces machins-là. Or, les populations n'en veulent plus et je pense que les populations ont pratiquement raison lorsque vous regardez les résultats, j'ai pas envie de dire mitigés. Oui. J'ai envie de dire les résultats qui ne suivent plus et puis l'émission de l'amusement ne sont pas celles
initialement retenus du côté du Mali ou d'une manière générale au Sahel. Et nous avons plutôt affaire à notre armée d'occupation. Donc, dans ce contexte d'événements, eh bien, il y a donc toute une propagande qui est faite autour à la fois des autorités maliennes et bien également de forces armées maliennes. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, il y a quelques jours si vous voulez, il y a un soi-disant rapport justement de la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui a pondu un rapport biscornu, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, l'armée malienne en ce qui concerne les génocides perpétrés par les mercenaires français du côté de Moura. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans ce double contexte, dans ces divers contextes, Bazoum et le président mauritanien sont en train de tout faire pour j'ai envie de dire, pour relancer cette affaire-là. Mais il convient quand même de dire qu'en plus du fait que le Mali quitte cette affaire, du fait que les résistants ne sont pas sur le terrain, mais il y a eu comme une sorte d'injonction de Paris en ce qui concerne la présidente tournante de cette machin qui devait revenir selon leur propre organigramme au Mali. Mais comme Paris, c'est Paris qui tire les manettes, eh bien, ils ont décidé que la présidence tournante devrait aller plutôt du côté du Tchad. Alors, pourquoi donc intégrer le Mali s'il y a un aspect, n'est-ce pas, de l'organigramme du fonctionnement qui est visé? Donc, je crois qu'aujourd'hui, comme nous avons, je vais le dire en un mot comme en mille, que le G5, ça n'existe plus. Peut-être c'est pas désormais, et on va rebaptiser cette affaire-là, comme ils sont en train de rebaptiser Barkhane du côté du Niger, parce que c'est pas la solution. La solution, ce n'est pas G5. La solution, ce n'est pas l'aménagement. La solution, c'est d'abord avoir, au niveau de la sous-région Sahel, des armées autonomes, des armées réformées, qui montent en puissance et dont les capacités sont renforcées. J'ai toujours l'habitude de prendre l'exemple de mon pays, le Cameroun. Je ne vais pas aller loin. Vous voyez donc que tout récemment, le 20 mai, vous avez vu quand même quelques échantillons de ce qui constitue nos forces de défense et de sécurité, mais surtout des forces spéciales. Je pense qu'aujourd'hui, cette armée-là, qui est modernisée, qui a les équipements appropriés, est capable de répondre à n'importe quelle menace. Donc, il était important de mettre l'accent sur la formation et la réforme des forces de défense et de sécurité, non seulement au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, j'ai cité au Mali, au Tchad, en Mauritanie, entre autres. Et en plus, vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme au Sahel sans impliquer l'Algérie, qui joue un rôle majeur. Donc, et puis, il faut également, je termine par là pour ce premier jet, indiquer que le président mauritanien est attendu ces jours prochains du côté de l'Élysée, du Paris. Pour faire quoi? Justement, pour justement suggérer à Macron ce qui se sera dit du côté du G5 Sahel par rapport à ce machin que vous appelez le G5 Sahel. Parlons justement de ce machin que vous appelez G5 Sahel. Albert Anatole ici, il a été créé les 15 et 17 février 2014. Faisons le bilan. Quel est le bilan justement du G5 Sahel depuis 2014? Je voudrais quand même vous indiquer qu'au départ, le G5 Sahel, c'était une force multinationale qui impliquait le Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Il était question que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qu'il y ait une synergie, une coalition entre ces différents États en ce qui concerne la lutte de cette menace asymétrique, contre cette menace asymétrique. Mais sauf que, comme d'habitude, ça a été dévoyé avec l'intrusion française. Avec l'intrusion française qui a fait des promesses, qui a pris des engagements que vous savez en termes de financement, en termes de renforcement des capacités opérationnelles des forces armées de défense de ces pays-là, mais surtout en termes de renseignement et en termes de soutien. Oui. Mais malheureusement, aucun de ces engagements n'a été tenu parce que, bien évidemment, en lieu et place de la lutte contre le terrorisme au Sahel, Paris avait un autre agenda. Je crois que vous connaissez
le contrat qui finalement a été dévoilé à l'opinion publique nationale et internationale, le contrat qui liait l'engagement de Barkhane au Mali. Et qui était un contrat léonin en contrepartie, n'est-ce pas, de la mobilisation des forces armées françaises de ce côté. Donc, lorsque vous êtes donc dans ce genre de business malsain, vous comprenez que, en fait, le G5 Sahel, dans le format actuel qui a été dévoilé, c'est tout, sauf une force opérationnelle, sauf une force militaire pour lutter contre le terrorisme. Il s'agit ni plus ni moins qu'une sorte d'organisation institutionnelle qui vise à pérenniser la présence et les intérêts français dans le Sahel. Il y a encore quelques années, ces pays du G5 Sahel sont allés du côté de l'Europe commander quelques euros pour lutter justement contre le terrorisme. Jusqu'à preuve de contraire, ils n'avaient absolument rien eu. D'ailleurs, la somme qui avait été demandée par ces pays, eh bien, jusqu'à preuve de contraire, elle n'est pas toujours dans la cagnotte. Il faut déjà indiquer qu'avant que les représentants de ces 5 pays débarquent à Bruxelles dans le cadre de ce qu'ils ont appelé la conférence des donateurs, oui. Paris avait fait la promesse de financer, je crois, un peu plus de 300 milliards d'euros dans le cadre de cette opération que vous appelez G5 Sahel. Je ne suis pas certain qu'on a pu mobiliser les 1/3 du montant qui avait été promis par la France de Macron. Mais puisqu'il n'a pas été capable de le faire, même du côté de Bruxelles, il a promis non plus un peu plus de 300 milliards d'euros, mais il a plutôt promis 500 millions d'euros. Il paraît que ça a diminué comme une peau de chagrin, le montant initial. Rien de cela n'a été mobilisé. Donc, ce qui nous donne à penser, ce qui nous donne à croire qu'en réalité, nous sommes là confrontés à une sorte de 2 poids 2 mesures où vous avez du côté, contrairement au bilan que vous fait Macron, contrairement à ce qui se passe à leur engagement en Ukraine, vous voyez quel type de moyens, le montant des enveloppes, je vous dis, la grosseur de l'enveloppe financière qu'ils engagent du côté de l'Ukraine, mais pour eux, il n'est pas important d'engager les mêmes moyens du côté d'Israël pour que justement la sérénité, la stabilité sécuritaire soit véritablement une réalité de ce côté-là. Non, ça les arrange. La preuve, c'est que dans le contexte de l'insécurité que connaît non seulement les régions du Sahel, mais du Golfe de Guinée, il nous est rapporté que vous avez les multinationales françaises qui financent les groupes armés, non seulement du côté du Sahel, mais également dans les régions du Grand Lac et du Golfe de Guinée. Ça veut donc dire que nous connaissons le cas de celui ce que vous appelez désormais Orano, du côté du Niger, qui a financé les groupes terroristes pour préserver son business. Du côté, par exemple, de la République centrafricaine, dans les régions de Grand Lac, il est accusé, le groupe Castel est accusé d'avoir financé les groupes armés du côté de la République centrafricaine. Le Total Energy est accusé d'avoir financé des groupes armés pour préserver ses intérêts dans les régions du Golfe de Guinée. Donc, c'est pour faire comprendre quoi? Pour vous dire que, en fait, ces gens sur le continent africain sont là non pas pour nous aider à résoudre un problème, à trouver des solutions à nos problèmes, mais eux, ils sont plus un problème qu'une solution. Donc, finalement, si on vous comprend bien, Albert Anatole, là, ici, c'est que ces gens-là ne viennent pas sur le continent africain, et précisément au Sahel, pour lutter contre le terrorisme, mais plutôt, ils sont là pour le financer, l'entretenir, pour que on continue quand même les troubles, et ainsi, ils s'enrichissent sur le dos des Africains. Mais bien évidemment, écoutez, il y a un détail que vous devez savoir, M. Sylvie Longos, c'est quoi? C'est que les opérations extérieures, que ce soit concernant la France, de l'Union européenne d'une manière générale, c'est du business, c'est des contrats. Le reste, c'est du pipeau, c'est des contrats. C'est-à-dire, la preuve, c'est que si vous demandez à un militaire français de rester à Paris pour combattre les manifestants, il préférerait de loin venir au Sahel parce que non seulement il bénéficie d'une sorte d'immunité diplomatique, quelles que soient les accusations commises, et puis ça fait bouillir la popote. C'est-à-dire c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent que ça rapporte. En plus, nous savons également du point de vue géopolitique, la solution
contre le terrorisme n'est pas que militaire. J'ai l'habitude de le dire et beaucoup d'analystes sont d'accord avec moi sur cette question. C'est-à-dire que la solution par rapport à l'insécurité au Sahel et d'une manière générale et plus globalement en Afrique, partout où vous avez des groupes armés, la solution n'est pas militaire. La solution est à la fois politique et socio-économique. Peut-être dans le contexte, je veux dire par rapport à des situations conjoncturelles, il peut avoir ce que les sachants appellent le maintien de l'ordre renforcé. Les missions de maintien de l'ordre renforcé, c'est-à-dire que vous ne combattez pas en tant que tel, mais vous pouvez rappliquer si vous vous trouvez dans l'obligation de le faire. Mais vous maintenez vos positions, vous défendez l'intégrité des territoires que vous êtes censé protéger. Mais sauf que dans le contexte des accords géopolitiques en ce qui concerne les groupes, je veux dire, ces forces d'occupation, comme je les appelle, qui polluent le continent africain, il s'agit du business des gros contrats. La preuve, c'est que la MINUSMA, c'est quoi? La MINUSMA, c'est un gros contrat. C'est pour ça que, très souvent, c'est Paris qui les contrôle. À la MINUSMA, l'état-major de la MINUSMA, c'était qui était à la tête de ça? C'était un Français. L'état-major de la MINUSCO du côté de la République démocratique du Congo, c'était qui? C'était un Français qui était à la tête. Le MINUSCA du côté de la Centrafrique, c'était un Français. C'est des gros contrats. C'est des gros contrats qui rapportent gros en contrepartie de quoi? C'est pas de l'argent. En contrepartie des matières premières. Parce que très souvent, lorsque vous suivez leur narratif, en ce qui concerne notamment l'engagement ou bien le soutien des instructeurs russes, n'est-ce pas, que ce soit des conflits Centrafrique, du Mali ou ailleurs, ils mettent en avant exactement les mêmes méthodes qu'ils pratiquent. C'est-à-dire, ils disent que Wagner est là pour venir piller nos États. Mais c'est exactement la même chose qu'ils font. C'est exactement la même chose que l'ONU fait. C'est-à-dire, au travers ces armées d'occupation. Vous savez combien d'années que, par exemple, la MONUSCO se trouve du côté de la République démocratique du Congo? Est-ce que le calme et la sérénité sont revenus de ce côté-là? Du tout. Parce que la MONUSCO n'est pas là-bas pour ça. La MONUSCO est en République démocratique du Congo pour autre chose. Vous avez ce qu'on appelle les ingénieurs entreriés, que les militaires sont censés défendre, rassurer les populations, assurer la protection des populations, la sécurité des populations, assurer l'intégrité du territoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à la thématique qui nous concerne ce matin, pour qui roule le président mauritanien? Naturellement, il roule pour Paris, il roule pour les larbins de Niamey, parce que le larbin de Niamey a commencé à faire les yeux doux pratiquement à l'égard des autorités maliennes en activant la coopération à la fois opérationnelle et militaire qui les liait initialement. Pourquoi? Parce que ils se sentent coincés. Je voudrais quand vous indiquer qu'il y a quelques jours, il y a eu une opération militaire conjointe, le Barkhane réarticulé forces armées françaises au Niger et les forces armées du Niger dans la région de l'Iptako. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est Bazoum qui a désormais plus intérêt à faire les yeux doux aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées pour se sentir en sécurité. Pendant ce temps, eh bien, les pays du Sahel continuent quand même à subir les assauts des terroristes. Il y a encore quelques jours, une vidéo circulait du côté du Burkina Faso où, on va le dire ainsi, des terroristes menaçaient même, on va le dire comme ça, les autorités burkinabées. Il s'agit tout simplement des scénarios bien montés. J'ai suivi il y a quelques jours les propos du larbin du Niamey, qui donne des leçons de gouvernance aux autorités de Burkina Faso en ce qui concerne l'enrôlement des volontés pour la défense de la patrie, que ce larbin accuse n'est-ce pas, d'être des chairs à canon au profit des autorités burkinabées, parce que ces derniers reçoivent une information sommaire dont, pour le larbin de Niamey, il s'agit ni plus ni moins qu'un crime de guerre qu'on peut mettre à la charge, justement, des autorités burkinabées. Donc, nous constatons donc une chose. C'est quoi? C'est que, dans le contexte actuel, les pays
comme le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry qui sont devenus les très mauvais élèves pour les larbins, que ce soit du Niger ou de Abidjan, ainsi que les mondialistes de Paris. Il ne peut que mal les noter parce que ce sont les mauvais élèves. Vous savez, avec ces gens, lorsque vous choisissez le chemin de l'émancipation, de la rupture, de la désobéissance, en vous frayant votre chemin pour constituer notre modèle, vous ne pouvez que subir une contre-propagande. Donc, ils sont effectivement dans leur rôle de propagandistes pro-français, pro-européens, mais anti-maliens, anti-burkinabés, anti-guinéens. Et ils sont pratiquement dans leur rôle. Mais écoutez, les peuples ne sont pas dupes. Nous savons aujourd'hui et ils sont très mal placés justement pour apprécier la situation qui prévaut actuellement du côté du Burkina Faso. Bien évidemment, comme vous l'avez indiqué, il s'agit des opérations qui sont bien organisées, qui devraient apporter le renseignement. Et je crois que dans les engagements pris avec les autorités burkinabées, que ce soit les autorités burkinabées ou maliennes ou bien du Guinée-Conakry, il était question de s'engager dans une synergie de partage de renseignements. Mais ce qui est quand même paradoxal, c'est que les terroristes, si vous voulez, sont de manière systématiquement renseignés sur les opérations en cours ou annoncées de l'armée burkinabé. Mais qui les leur fournit? Ça veut dire qu'on ne va pas nous dire qu'il y a peut-être, on voudra peut-être croire qu'il y a les tops à l'intérieur même de l'armée burkinabé, comme peut-être à l'intérieur même de l'armée malienne, mais c'est toujours est-il que c'est Washington qui, au travers ses moyens sophistiqués, contrôle le renseignement de ce côté là-bas. Alors, ça veut donc dire qu'il y a des gens bien tapis dans l'ombre du côté, soit d'Abidjan, ou alors du côté du Niger, qui préfèrent donner ces renseignements aux terroristes pour organiser à la fois des kidnappings, organiser les guet-apens qui ont pour conséquence de tuer à la fois les civils, quelquefois des civils sans défense ou des hommes en tenue. Donc, voilà la réalité. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut perpétuer leur présence et continuer à les justifier. On ne peut que justifier cette présence, leur présence ne pourra juste se justifier que lorsque le chaos est perpétué et pérennisé. C'est la même chose du côté de la République démocratique du Congo. Pour continuer à justifier leur présence, il faut présenter la situation sécuritaire dans leur institution mondialiste, n'est-ce pas, qui s'appelle le Conseil de sécurité. Il faut continuer à perpétuer leur présence du côté de la République centrafricaine parce que il n'est pas question de partir, il est question d'y rester. Mais moi, je pense que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il faut trouver une solution endogène. Et la solution endogène, c'est la réforme et la restructuration de nos forces de défense et de sécurité. Merci. À vous, Albert Anatola, ici, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.